Bonjour chers amis, le juste et l'injuste, question contemporaine, question d'actualité. Aujourd'hui, avec nous, le docteur Marielle David, pédopsychiatre et psychanalyste, le doyen François Guéry, philosophe, l'historien Alexandre Adler, géopolitologue, et le journaliste Alexis Lacroix, directeur de l'actualité juive. Alors, nous entendons beaucoup par les temps qui courent, je crois que vous en serez d'accord avec moi, nombreuses revendications, réclamations contre les choses injustes. Injuste la situation des travailleurs, n'est-ce pas, qui ont du mal, ou des salariés qui ont du mal à boucler les fins de mois. Injuste la violence, en augmentation hélas. Injuste l'invasion de l'Ukraine, mais au fond le juste, la justice. Il faut reconnaître que nous en débattons beaucoup moins qu'il y a une décennie, par exemple, lorsque le philosophe américain John Rawls avait fait de la théorie de la justice une question centrale pour les démocraties modernes. Alors donc, qu'est-ce que le juste? Qu'est-ce que l'injuste? Nous introduisons notre échange. Pour introduire notre échange, nous allons demander à Aristote ses définitions et nous écoutons notre ami Alexis Lacroix. Le juste et l'injuste, Aristote. Le bien en politique, c'est la justice, c'est-à-dire l'intérêt général. Tous les hommes voient dans la justice une certaine égalité, et jusqu'à un certain point du moins, ils sont d'accord avec les exposés d'ordre philosophique où sont précisées nos vues, notamment l'éthique à Nicomaque. Le juste, c'est une chose qui a rapport à des personnes, et à des personnes égales, il faut, dit-on, choses égales. Mais en quoi y a-t-il égalité et en quoi inégalité? Voilà ce qu'on ne doit pas laisser de côté, car cette question fait appel à de la philosophie politique. Dans le domaine politique, c'est à juste titre qu'on ne peut se fonder sur n'importe quelle inégalité pour prétendre aux charges publiques. S'il s'agit d'une vie bonne, c'est avant tout l'éducation, paideia, et la vertu qui auraient les prétentions les plus justes, comme on l'a dit auparavant. Puisque ni ceux qui sont égaux sur un seul point ne doivent avoir l'égalité en tout, ni ceux qui sont inégaux sur un point ne doivent l'être en tout. Aristote, donc, politique, 3.12. Si tout le monde est d'accord sur la justice, c'est-à-dire l'égalité proportionnelle, on fait erreur pour y atteindre, comme on l'a déjà dit auparavant. La démocratie est née de ce que les gens égaux, sur un point quelconque, s'imaginent être absolument égaux. Parce qu'ils sont tous pareillement libres, ils croient être absolument égaux. L'oligarchie, de son côté, est née de ce que les gens qui sont inégaux sur un seul point pensent être totalement inégaux. Étant inégaux par la richesse, ils pensent être absolument inégaux. Dès lors, les uns s'estimant égaux prétendent participer à tout à égalité. Les autres, s'estimant inégaux, cherchent à avoir plus. Mais l'égalité de deux espèces, l'égalité en nombre et l'égalité selon le mérite. J'entends par égalité en nombre l'égalité en quantité et en grandeur, et par égalité selon le mérite, l'égalité de proportion, la justice absolue, c'est le juste proportionné au mérite. Aristote, politique, 5.2. Merci beaucoup, Alexis. Alors, évidemment, Aristote, n'est-ce pas, c'est le troisième des plus grands philosophes de la Grèce antique. 384-322, il est né à Stagir, mais il était en Macédoine, mais il était d'une famille athénienne. Et il a, au fond, enseigné au lycée, l'école qu'il a créée, en s'intéressant à peu près à tout, n'est-ce pas, à tous les savoirs. Cela dit, au moment où la démocratie athénienne cédait le pas devant Philippe de Macédoine et même son fils Alexandre, dont il sera le précepteur. Une grande œuvre qui, au fond, qui a touché tous les sujets, les sciences, les savoirs, l'éthique, la philosophie. Et sa plus grande œuvre de philosophie morale, c'est l'éthique à Nicomaque. Alors ici, en suivant l'actualité, nous avons réfléchi à la justice en parlant du juste et de l'injuste en politique. Que doit-on retenir au fond des définitions qu'il nous glisse ici, ou réfléchit? Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est important pour la justice en politique? Il fait d'abord une réponse extrêmement générale. Il dit c'est l'intérêt général, le bien commun, la justice s'applique à tous. Mais au fond, pour la définir véritablement, il faut, estime-t-il, répondre à une question centrale, et elle est d'ailleurs toujours aussi centrale aujourd'hui pour nous. La justice se résume-t-elle à l'égalité, n'est-ce pas, comme on le demande dans les démocraties? Ou encore, est-ce qu'elle dépend, et il s'agit cette fois de l'accès aux charges publiques, les plus hautes charges, les plus hautes positions, est-ce qu'elle dépend de l'inégalité, comme on le martèle
dans les oligarchies, c'est-à-dire dans les partisans, dans les sociétés qui donnent au petit nombre, n'est-ce pas, tous les pouvoirs. Pour répondre à cette double interrogation, Aristote évoque l'éthique aniconne, où il a distingué le juste entre les personnes, la justice distributive, et le juste, la justice commutative, le juste entre les choses, où on règle l'échange des biens. Et pour commencer, eh bien, il va critiquer ces deux convictions. La première, qui est évidemment la plus importante dans les démocraties, c'est l'idée que la justice repose seulement sur l'égalité, ou encore que la justice dépend uniquement de l'inégalité. Alors, de façon très intéressante, il est bien quand même membre d'une république où les classes moyennes, la démocratie ont une grande place. Il commence par réfuter le point de vue inégalitaire en politique. Certes, reconnaît-il, il y a de l'inégalité dans l'accès aux charges publiques les plus hautes, mais au fond, doivent-elles... alors, cette inégalité, est-ce qu'elle doit reposer sur la naissance, le sang? Est-ce qu'elle doit reposer sur la richesse ou même sur le rang social? Et Aristote est extrêmement net, il répond non, n'est-ce pas? Car dans une république, politeia, on cherche quelque chose d'autre, on cherche la vie bonne, eutzen en grec, et les mérites reposent d'abord et avant tout, il faut des mérites certainement pour occuper des grandes charges, mais elles reposent sur l'éducation et sur la vertu, entendez, n'est-ce pas, des compétences avec de la droiture. Donc on peut accepter une certaine inégalité, ça, il faut lui faire une certaine place, mais pas l'inégalité en tout. Mais propose-t-il alors une égalité en tout? Non, répond Aristote, car, et c'est là que, au fond, il donne toute son explication, il y a deux types d'égalité. Il faut distinguer deux types d'égalité. L'égalité devant la loi, qui, dit-il, est une égalité arithmétique, on dirait aujourd'hui one man, one vote, n'est-ce pas? Mais l'égalité selon les mérites, qui est une égalité qu'il appelle géométrique, c'est-à-dire proportionnelle aux compétences acquises ou aux mérites personnels. Donc, là, j'ouvre une parenthèse pour dire que, au fond, toute cette réflexion d'Aristote, eh bien, elle laisse une place au fait que les hommes sont dans la finitude, n'est-ce pas? Qu'on n'est jamais au sommet, on n'est jamais à tout moment au sommet de ses compétences et de ses mérites. Et par conséquent, on est fragile, on meurt fragile. Et donc, le juste en politique, n'est-ce pas, doit tenir compte d'une certaine inégalité géométrique et de l'égalité arithmétique, mais on ne peut pas, n'est-ce pas, il ne choisit pas une solution, disons, de démocratie populiste, on ne peut pas demander l'égalité en tout. Nous avons donc compris qu'Aristote défend la République en combattant pour la justice, contre à la fois l'oligarchie et la démocratie populiste. Alors, de là, au fond, des interrogations qui me sont venues et que je vais vous adresser à mon tour. D'abord, je commence par Alexandre. Cher Alexandre, quelle est la part égalité arithmétique, comme dirait Aristote, ou d'égalité géométrique, c'est-à-dire la place qu'on laisse aux compétences, aux mérites, vous paraît-elle juste ou injuste? Et est-ce que aujourd'hui, qu'est-ce qui vous paraît plus grave aujourd'hui? C'est ma deuxième question. Le mépris de l'égalité devant la loi, ou le mépris au fond de toute hiérarchie, de toute compétence ou de toute vertu, puisqu'on a l'impression qu'au fond ce sont ces deux aspects qui sont également affirmés aujourd'hui. Qu'en pensez-vous, Alexandre? Incontestablement, il me semble que le vrai problème auquel nous sommes aujourd'hui confrontés, c'est la montée presque partout de gens incompétents ou qui n'ont pas les cartes en règle et auxquels on veut, pour des raisons d'ailleurs de justice sociale ou simplement d'apaisement, faciliter les choses. Alors je dirais tout de suite que cette position ne me choque pas. Elle ne me choque pas parce que je ne vois pas comment on peut faire autrement qu'à un moment donné de changer les critères de compétence ou de laisser le temps. Parce que c'est bien entendu la question du temps qui est ici en question. Il s'agit, alors que nous sommes obligés d'aller un peu plus vite parfois et d'accélérer les choses au-delà de ce qui serait absolument souhaitable en l'idéal, nous sommes obligés de ne pas perdre de temps. Et on voit très bien, par exemple, que une grande partie de la population issue de l'immigration, essentiellement maghrébine et africaine, même s'il y a des gens, j'en ai connu beaucoup d'ailleurs,
À l'école normale, nous avions un jeune Congolais qui s'appelait Espérance Bokolo et qui était un remarquable philosophe et qui est rentré à l'école normale sans le moindre coup de pouce. Mais après, évidemment, les coups de pouce, il fallait les donner et ils n'ont pas été donnés. Et il a commencé à évoluer, effectivement, avec une certaine amertume que je comprends parfaitement. Donc, je vois très bien. Mais prenons par exemple des artistes que j'ai vus défiler à France Culture, comme Rachida Brakni, qui est une remarquable très grande comédienne. Mais voilà, mais il est évident que lui demander de passer un concours de classement, même celui du conservatoire, n'était pas nécessairement la meilleure chose à faire. Il y a un moment où il faut donner sa chance et accepter les choses. Et alors, lorsque nous touchons à un homme comme le ministre actuel de l'Éducation, que j'ai bien connu, Pam Ndiaye, bah lui, il a toutes les cartes en règle, puisqu'il est agrégé, il a fait l'agrégation d'histoire, il a appris absolument toute l'histoire américaine de A à Z. Et vraiment, on peut dire, bien sûr, c'est le piège qui est tendu par Macron à tous ces contempteurs qui ne sont que des vilains racistes, c'est qu'ils vont commencer à faire la moue sur ses compétences qui sont incontestables. Oui. Et il est inattaquable là-dessus. Oui. S'il est attaquable, c'est sur les positions qu'il a pu avoir, qu'il pourrait avoir, enfin il en a eu, et puis je dirais sur sa rigidité que je connais, mais parce que par exemple je lui ai dit que le Parti communiste américain avait fait beaucoup était le seul parti qui avait développé les intérêts de la communauté noire et l'égalité raciale à une époque où ce n'était pas chose courante, même au Parti démocrate. Et il a vu là-dedans que j'étais en train de dire que tout ça, c'était des communistes. Et il pensait que ça, c'était quelque chose qui serait discréditant pour eux. Donc, à cause du macartisme et de cette ambiance, non, c'est pas des communistes. Bon, alors, ça ne prouve rien de mal. Ça prouve simplement une faible souplesse dialectique. Bien entendu que tous les intellectuels de gauche, grande majorité des juifs d'ailleurs, en 1945, étaient pour le Parti communiste, et ils étaient pour le Parti communiste américain, qui a lui-même été tout de suite détruit par Staline avec l'affaire Roll-Baroder. Mais ça, c'est pas grave. C'est absolument son droit de penser ça, et je comprends sa défensive. Mais par contre, la légitimité de tous ceux qui sortent aujourd'hui de la diversité et la nécessité aussi de faire un effort et un coup de pouce, ça je le crois. Et je rappelle que par exemple Kofi Amian, qui a été élu député par les Bretons, bien entendu, qui sont particulièrement ouverts. Bon, merci beaucoup, Alexandre. Alors, je me tourne vers notre ami, le docteur David. Docteur, qu'est-ce que vous pensez, n'est-ce pas, au fond, puisque vous vous intéressez particulièrement à l'humain, de ces deux notions, le juste et l'injuste? Qu'est-ce qui vous paraît important? Alors, le juste et l'injuste. Le juste et l'injuste sont des notions quand même extrêmement subjectives, quoi. Ou bien on peut les prendre par l'objectivité, c'est-à-dire par le système du droit. Oui, ça, il n'y a pas de problème, ça existe. Il y a ce qui est juste, parce que c'est conforme à la loi, tout simplement. Et puis, il y a le juste et l'injuste qui est subjectif, c'est-à-dire que le ressenti de ce qu'on vit. Et on peut, par exemple, ressentir comme injuste quelque chose que d'autres ne ressentiront pas ainsi. Oui. Il y a une subjectivité qui fait que l'injustice est relative et qu'on peut sans doute dépasser certaines injustices par la force, alors que d'autres sont dans une position juste et pour autant s'effondreront. Oui. La partie subjective est très délicate, oui. Alors que objectivement par rapport à la loi, c'est clair et net.
Oui. Alors, et François, alors, au fond, qu'est-ce que vous pensez de ce texte d'Aristote et même de son rapport avec, finalement, celui de Platon? Parce que Platon était un défenseur disons, de l'oligarchie, nous dirions aujourd'hui, et alors que Aristote, là, finalement, défend, se met en guerre contre, au fond, l'inégalité. D'ailleurs, pour lui, l'oligarchie ou la monarchie tyrannique, ce sont les pires des régimes. Ce que j'apprécie dans le texte, d'une façon plus générale d'ailleurs dans ces analyses d'Aristote qui sont toujours extrêmement fouillées, enfin, c'est la casuistique. Il n'y a pas une règle générale. Ce n'est pas pythagoricien, si je peux dire. Il y a une casuistique. Alors moi, ce qui me paraît la question la plus actuelle, je vais essayer de la formuler, c'est qu'est-ce qu'on doit à la génération qui vient et qui vient de nous. Elle vient de nous. Donc, qu'est-ce qui lui est dû? Parce que si on respecte ce principe d'égalité qui est casuistique, qui tient selon chacun, si on veut, selon chacun. Il n'est pas casuistique, il est juridique d'abord. Hein. Oui, enfin, moi j'insiste sur le fait que, oui, bien sûr, mais le juridique, parce que là, on ne peut pas dire, par exemple, que ce qu'on doit à la génération qui vient soit d'ordre juridique. Je ne pense pas que la juridiction se soit beaucoup appliquée à ça. D'abord, on doit à ceux qui sont entièrement dans l'impuissance, si on veut, tout ce qui permettra de développer leur puissance. Donc, d'une certaine façon, je dirais qu'à la génération qui vient, on doit tout, à cause de ce que vous avez dit, la fragilité de l'être qui naît et qui commence à se développer, de la même façon aussi d'ailleurs, mais ce n'est pas une pure et simple symétrie, qu'avec l'âge, une certaine fragilité s'instaure, et on doit également, au fond, on pourrait dire que celui qui, à cause de l'âge, ne peut plus rien, on lui doit tout, c'est-à-dire qu'on lui doit quelque chose qu'il ne rendra pas. François, permettez-moi, parce que vous me reprochez de vous interrompre, mais c'est simplement pour vous reposer une question et que vous approfondissiez votre point de vue. Votre point de vue, puisque vous parlez en termes de devoir, est essentiellement un point de vue moral. Ce n'est pas le seul point de vue en matière de justice. Qu'est-ce qui est juste? Oui, alors non, je pense quand même que là, il s'agit bien de justice. Qu'est-ce qu'il est juste d'accorder à la génération qui vient? Donc, alors, dire que quelque chose lui est dû. Là, par exemple, dans une transaction, j'achète et on me vend. Donc, quelque chose est dû à chacun. On peut parler comme ça. D'accord. Donc, je reviens sur cette question de la succession des générations. Elle est très délicate parce que on doit tout à la génération qui vient à la mesure de son impuissance. Mais plus généralement, quel est le monde qui est dû à la génération qui vient? Et là, on entre dans quelque chose qui est véritablement en crise, si on veut. Parce que le monde que nous laissons actuellement à la génération qui vient n'est pas celui que nous avons reçu. Il y a donc, si on veut, une injustice. Et même, d'une certaine façon, si nous léguions un monde à peine vivable, là, je pense que l'injustice serait majeure, même si cela ne nous revient pas, si je peux dire. Voilà les réflexions qui me viennent sur cette notion qui s'applique, une justice qui s'applique à l'état de ceux à qui est accordé quelque chose. Et alors, sur la différence que fait Aristote entre l'égalité arithmétique et l'égalité géométrique, alors, vous ne nous dites rien. Si elle est arithmétique ou géométrique, il n'y a pas d'algorithme, si c'est selon. Non, si, c'est l'égalité absolue ou l'égalité proportionnelle. Ça fait, alors, je la dirais plutôt proportionnelle. Proportionnelle. Bon, alors je me tourne vers notre ami Alexis. Alexis, à votre tour, au fond, qu'est-ce que vous nous dites de l'actualité de ces distinctions ou non, hein, qu'en pensez-vous, Alors, il me semble qu'en raison de son républicanisme, il est particulièrement actuel. Pourquoi? Car il renvoie, je vais parler le Blandine Kriégel dans le texte, il renvoie dos à dos, avant l'heure, bien sûr, puisque à l'époque, ça n'existait pas comme tel. Mais deux tentations, on va dire, celle de la révolution sociale et celle de la révolution conservatrice. Celle de l'égalité absolue, qui est une chimère, mais une chimère destructrice, et celle, en revanche, de la naturalisation des inégalités, qui est au cœur, au fond, des matrices de ce qu'on peut appeler les révolutions conservatrices du 21e et du 20e et du 21e siècle. Donc, il tient, en quelque sorte, la balance égale. Et il nous rappelle aussi, me semble-t-il, dans ce texte, que l'idéal de justice dans une république démocratique
c'est une sorte d'idée régulatrice, c'est-à-dire qu'on tend vers cette justice, on tend asymptomatiquement vers cette justice, mais en quelque sorte, il s'agit de l'exercice d'une responsabilité sans répondant, ou pour parler comme Jacques Derrida, d'une responsabilité sans réciprocité. C'est-à-dire, c'est ce que d'ailleurs Derrida appelle, c'est le concept de justice infinie sous sa plume dans les textes de la dernière partie de sa vie. La justice, tu chercheras, c'est un idéal. Exactement, c'est ce que veut dire la justice infinie. La justice infinie n'est pas la justice absolue. La justice infinie, c'est cette recherche inlassable que tout républicain, que toute républicaine doit avoir à cœur, justement, pour, au fond, remplir une partie de la mission d'un républicain qui est d'essayer de réparer le monde. Jusqu'à un certain point, au fond, il y a un lien, en fait, entre la philosophie de la République, telle que vous l'avez conceptualisée, à partir de vos travaux, mais aussi à partir d'Aristote, naturellement, et cette idée très belle et qui est au cœur, au fond, de la modernité juive, de la réparation du monde, du tikkun olam. Quand on est républicain, on essaye de faire reculer, avec modestie, humblement, la part de l'injustice, la part du mal dans la société, et c'est une œuvre infinie, et c'est une œuvre quotidienne, et on n'en a jamais fini, en quelque sorte, avec l'exigence que cela suppose. Si vous me permettez, merci beaucoup Alexis, mais si vous me permettez quand même, Aristote défend d'un point de vue de la justice absolue, en politique, puisque on sait bien, j'ai bien pris ces textes dans la politique, ce n'est pas tout à fait la perspective qu'a développée notre ami François, qui est d'une justice au fond comme vertu morale, et il dit que c'est le juste proportionné au mérite, c'est-à-dire qu'en fait il fait une défense, n'est-ce pas, très importante des mérites, n'est-ce pas? Or, il me semble que c'est ça qui est le plus en cause aujourd'hui. Du régime mixte, en fait. Ouais, mais pour faire une petite intervention talmudique, précisément ce que nos sages ont fini par dire dans cette célèbre phrase « La justice, tu chercheras », « Tzedek, tzedek tirdof ». Alors, la répétition est emphatique en hébreu. Mais non, c'est pas seulement, c'est pour dire qu'il y a deux justices. Tzedek, tu chercheras la justice, mais tu la chercheras encore un peu plus. Et tu demanderas si ce tzedek n'a pas besoin d'un deuxième tzedek, c'est-à-dire d'une justice moins immédiate, moins géométrique et plus subtile. Moins arithmétique. Voilà. Oui. Disons, de topologie plutôt. Et François, oui. Au fond, est-ce que vous estimez que notre société, justement, qui se désintéresse un peu de ce qui adviendra après elle, Oui. ou des fragiles, ou de ceux qui sont laissés pour compte, ou qui sont à la porte de notre société, les migrants pour ne pas les nommer, est-ce que vous estimez qu'elle est aujourd'hui frappée d'une grande injustice, François? Non, mais je pense, si on raisonne dans le cadre de la France, je pense que la redistribution par l'impôt, beaucoup ne payent pas d'impôts. Tous ceux qui payent des impôts payent donc pour rééquilibrer autant que faire se peut quelque chose qui ne peut pas être de toute façon complètement à l'équilibre. Donc je ne pense pas que la France soit critiquable à ce point, et même plutôt par comparaison. Pourtant c'est ce que beaucoup pensent, puisqu'ils se révoltent en parlant de l'injustice de leurs conditions. Mais il y a des gens qui ont été boulés par le système scolaire à un moment donné, et qui s'avèrent beaucoup plus créateurs et beaucoup plus importants. Regardez les promotions de normaliens, Sartre et Aron étaient des gens tout à fait remarquables, c'est vrai, mais enfin quand même, Braudel, qui n'a jamais été normalien, et Lévi-Strauss, qui ne l'a pas été non plus, sont apparus comme infiniment plus créateurs dans cette deuxième époque. Et ils n'avaient pas passé les grands concours. Oui, bien sûr. Ah oui, Foucault normalien. Mais les mérites et les concours, c'est encore deux choses différentes, n'est-ce pas? Moi, je suis très orgueilleux de mon appartenance à l'école normale. Donc je regarde ça et je me dis, c'est quand même bête. Parce qu'entre Braudel et Lévi-Strauss, on a quand même un peu de modestie par rapport... Je regarde ma promotion, par exemple. Oui. Bon, Marielle, c'est toujours sur cette question de la justice et de l'injustice. Vous aurez le mot de la fin, chère Marielle. Allez-y, un mot. Ce que vous avez dit sur la distinction entre le sens de la justice, le sentiment de la justice et la justice objective. Oui. Alors, si vous voulez, en tant que médecin, par exemple, je vois bien que qu'est-ce qu'un diagnostic? On peut dire aussi ça. On peut dire aussi qu'est-ce qu'on fait quand on fait un diagnostic juste et qu'on prend, exact. Et après, qu'est-ce que, par exemple, pendant le Covid, il y a eu des tragédies. Bien sûr. Vous voyez, il y a eu des tragédies
parce que parfois, il a fallu, dans certains pays en tout cas, choisir qui allait pouvoir être guéri ou pas. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est injuste? On a fait le mieux possible. Mais c'est là où on voit les limites du choix, quoi. Ouais, parfaitement. Les limites Donc, la du choix. justice fait partie, évidemment, de la vie humaine, inévitablement. Merci beaucoup, je dis ça. La justice fait partie, donc, inévitablement, de la vie humaine, mais elle peut tendre vers la justice. Merci beaucoup. Et c'était déjà comme ça.